Une production des studios Bass. L'épisode de cette semaine est une présentation du garage Arleco. Arleco, servir au-delà de la réparation. Volkswagen prévoit une GTI électrique à prix concurrentiel. Volvo veut améliorer ses batteries, mais de façon logicielle. En Norvège, les véhicules électriques atteignent 90% de part de marché, tandis qu'au Québec, 252 142 véhicules électriques ont été immatriculés. Nissan veut baisser ses coûts de fabrication. Il n'y a pas juste des voitures, on fait la liste des motos électriques disponibles. De l'autre côté de l'Atlantique, on parle de la recharge forfaitaire. Et en grande entrevue, nos deux invités nous parlent des déductions fiscales pour les entreprises et les travailleurs autonomes. Le calcul qu'on a fait avec notre comptable, c'est à peu près 11 355 $ qui va te revenir si tu ne prends pas le 5 000. Donc, le calcul est assez vite, assez facile à faire, là. Tout ça et bien plus encore dans l'épisode 170 de Silence on roule. Bonjour tout le monde, bienvenue à Silence on roule. Mon nom est Martin Archambault et c'est avec passion et plaisir que j'anime ce balado dédié 100% au transport électrique. Silence on roule est également le fier partenaire de l'Association des voitures électriques du Québec. J'espère que vous allez bien. Moi, pour ma part, je me suis remis en fait en santé en allant prendre un peu de soleil au sud de la frontière, la Floride pour ne pas la nommer. Ça faisait un petit bout de temps que je n'étais pas allé. J'étais surpris de voir beaucoup plus de voitures électriques qu'il y en avait avant. Écoutez, je ne vous ferai pas en croire que le sud des États-Unis, et, à l'exception de la Californie peut-être, là, est la panacée pour les voitures électriques, mais quand même, évidemment, beaucoup de Tesla, mais j'ai vu plusieurs Chevrolet Bolt, j'ai vu des Hyundai, j'ai vu des Kia, j'ai vu donc différents modèles de véhicules, plusieurs Polestar aussi également là-bas. Donc, ça commence, ça croît tranquillement, pas vite. Peut-être qu'un jour, nous rattraperont-ils. Du moins, on l'espère. On l'espère parce que nous, ça va peut-être avancer un peu moins vite dans quelques temps. Hein. On en a parlé un petit peu, mais vous le savez, la disparition graduelle des incitatifs provinciaux, donc le fameux 5 000 $ que donne le gouvernement provincial qui va baisser graduellement au cours des prochaines années, donc 4 000 $ l'année prochaine, 2 000 $ l'année suivante, pour ensuite disparaître totalement. Ce que ça va faire, bien évidemment, on en a parlé abondamment, mais ça risque de donner une très grande pression à court terme d'ici la fin de l'année pour que les gens vont vouloir avoir leur voiture électrique pour profiter du plein montant de rabais, le 5 000. Donc, les manufacturiers qui auront des véhicules disponibles vont sûrement les vendre avec encore plus de facilité qu'avant, si c'est possible. Mais évidemment, ça risque d'avoir un impact à moyen et long terme là, sur les intentions d'achat des Québécois. On verra comment ça va se jouer. Mais néanmoins, c'est une nouvelle qui ne nous réjouit pas. Mais il fallait toutefois s'y attendre. Hein. Ça ne sera pas éternel, ces subventions-là. Donc, il va falloir aller de l'avant. Aujourd'hui, on a une émission vraiment bien chargée, mais pleine d'informations intéressantes. Évidemment, on va parler de moto 100% électrique. Hein. Philippe Corbeil va nous faire la revue de ce qui est disponible, ce qu'on peut se procurer comme moto 100% électrique. Cédric Ingrand, ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas eu de l'autre côté de l'Atlantique. Il se passe quoi côté de transport et véhicules électriques en Europe? On va avoir toutes les dernières nouvelles là-dessus. Et évidemment, en grande entrevue aujourd'hui, mes deux invités, Michel Turcotte, Daniel Breton, vont nous parler des incitatifs, pas des incitatifs, c'est pas le bon terme, mais des avantages fiscaux. Donc, lorsqu'on fait notre rapport d'impôt et qu'on est travailleur autonome ou qu'on a une entreprise, il y a plein de déductions qu'on peut faire lorsqu'on roule électrique. Les gens ne le savent pas et c'est hyper intéressant. Vous allez voir, là, on donne des chiffres, on donne des exemples de ce que ça peut donner. Évidemment, chaque cas est différent. Puis je vous mets un gros bémol de faire attention. Là, les chiffres qui sont donnés, c'est des chiffres avec des revenus et des dépenses hypothétiques. Là, mais chaque cas est unique. Dans le cas de l'impôt, vous le savez, ça dépend vraiment de vos revenus, de vos dépenses. Mais ça donne quand même une belle fourchette de ce qui peut être, de ce qu'on peut aller chercher comme montant, en fait, en utilisant ces déductions-là, que trop peu de gens, voire même de comptables, savent que ça existe. Donc, on va essayer de vous mettre ça au clair dans la grande entrevue. Alors, je voudrais, juste avant d'aller aux actualités, vous rappeler qu'on a diffusé la semaine dernière un hors-série qui, ma foi, était très attendu. L'analyse statistique
pour l'ensemble de 2023. Donc, on a regardé l'ensemble des immatriculations de véhicules. On le fait régulièrement avec nos deux statisticiens, Jean-François Morissette et Frédéric Saint-Laurent. Donc, on a fait cette analyse-là et puis on vous a présenté ça dans un hors-série. Il faut être abonné pour avoir nos hors-séries. Hein. On ne les met pas sur le site web. Donc, abonnement.silenceonroule.com, c'est gratuit. Encore, il y a une semaine ou deux, il y a des gens qui disent « Ah, mais je ne l'ai pas entendu, étant donné que c'est quelque chose qu'il faut s'abonner, puis je ne voulais pas payer. » Il n'y a rien à payer. C'est gratuit, Silence on roule. En fait, on a des commanditaires qui nous permettent de produire l'émission et de ne pas vous faire payer. Profitez-en. Téléchargez gratuitement nos épisodes, abonnez-vous et encouragez nos nombreux commanditaires. Alors, sans plus tarder, allons écouter l'un de nos commanditaires et ensuite les actualités dans le monde des véhicules électriques. Vous voulez des produits qui permettront d'augmenter la valeur de revente de votre véhicule? Chez Précision PPF Vitres teintées, nous sommes à votre service depuis 2015. Nos maîtres installateurs sont tous certifiés et ont plus de 17 ans d'expérience dans le domaine. Nous offrons un service de qualité inégalé quant à la protection par pierre, les soins nano-céramiques ainsi que les vitres teintées. Notre pellicule par pierre ultra résistante est invisible et conservera l'intégrité de votre véhicule tout en prévenant la rouille et en protégeant la peinture contre les débris de la route. Notre traitement nano-céramique possède un puissant effet hydrofuge et il préserve l'éclat et la brillance de votre peinture pour en faciliter l'entretien. Que ce soit pour votre voiture, votre résidence ou votre commerce, Précision PPF Vitres teintées est là pour vous offrir la multitude d'avantages qu'offre la teinte de vitre. Venez nous rencontrer au 1970 Boulevard des Laurentides à Laval. Appelez-nous au 450-490-4488 ou encore, venez visiter notre page Facebook Précision PPF Vitres teintées. Nous comblerons vos exigences tout en vous offrant la qualité que vous recherchez. Les actualités sont une présentation de Bourgeois Chevrolet, le spécialiste du véhicule électrique au Canada. Contactez-nous au bourgeoischevrolet.com ou au 450-834-2585. Volkswagen voudrait vendre sa GTI électrique environ 35 000 $ canadiens. À la fin de l'année dernière, le chef du design de Volkswagen a révélé sur Instagram qu'une GTI électrique serait disponible en 2026, donc dans 2 ans, et de nombreux détails restent flous. Mais il y a une chance que la société puisse offrir une voiture à ion comme celle-là aux États-Unis si elle répond à la demande. Et qui dit États-Unis dit souvent, mais pas tout le temps, le Canada par la suite. Le PDG de Volkswagen a déclaré lors d'une conférence de presse à Berlin que le modèle pourrait plaire aux acheteurs américains s'il coûtait entre 20 et 25 000 $ américains. Volvo veut accélérer le temps de recharge de ses batteries électriques en s'appuyant sur des logiciels plutôt que sur des mises à niveau de la batterie et de sa chimie. Le constructeur automobile a annoncé il y a 2 semaines un partenariat avec la société britannique Breathe Battery Technology pour accéder aux logiciels de charge par activité et par algorithme de cette société avec ses systèmes de gestion de batterie dans le but d'optimiser les performances de charge. Des tests ont indiqué que ce logiciel pourrait réduire le temps de recharge d'une batterie de véhicule électrique de 10 à 80 % ou de 15 à 30 % selon le type de batterie, tout en maintenant une densité énergétique et une autonomie à celle-ci, a déclaré Volvo dans un communiqué de presse. En Norvège, les véhicules électriques ont atteint 90 % de la part de marché, alors qu'au même moment, le marché de l'automobile est en décroissance. Les jours des véhicules à moteur à combustion en Norvège sont donc comptés. Il y a quelques années, le gouvernement s'est fixé un objectif de vente de 100 % de véhicules électriques d'ici 2025 et cet objectif est sur le point d'être atteint. Au mois de février, les véhicules rechargeables ont pris 92,1 % du marché contre 90,1 % par rapport à l'an dernier. Les véhicules électriques ont pris une part de 90 % suite aux récents changements fiscaux qui rendent les véhicules électriques moins attrayants. Volkswagen a vendu sa dernière voiture à combustion en Norvège en décembre dernier et il semble probable que d'autres marques vont suivre. La Model Y de Tesla a été de loin le véhicule le plus vendu avec 1749 unités vendues, soit 23,7 % de l'ensemble du marché automobile. Ces ventes ont également été égales à celles des 7 modèles suivants combinés. Aux côtés du modèle Y, on retrouve le Toyota BZ4X, Volkswagen ID4, suivi de la Volvo EX30 et de 2 vieux favoris, la Nissan Leaf et la Hyundai Kona.
Pour ceux qui n'ont pas écouté notre hors-série sur les statistiques de 2023, shame on you, vous pouvez toujours vous abonner pour l'écouter. Voici en gros les grandes nouvelles. Eh bien, nous avons atteint évidemment un chiffre magique qui est celui de 252 142 véhicules électriques immatriculés au Québec seulement, donc à la fin de 2023. Les voitures les plus populaires avec 11%, la Tesla Model 3, à 6,3% la Kona, suivi de la Chevrolet Bolt à 5,8% et de la Model Y et de la Prius Prime, les deux à 5,7%. Nous vous rappelons que les régions dans lesquelles il y a le plus de véhicules électriques, c'est la Montérégie à 4,7%, suivi de Laval à 4,6%, la Naudière 4,4% et la région de Montréal et l'Estrie, tous les deux à 4,2%. Donc, c'est une année faste et les augmentations de vente de véhicules électriques continuent d'être en hausse et de respecter les objectifs et les prévisions du gouvernement du Québec. La pétrolière Shell prévoit éliminer certaines de ses stations-service pour mettre l'accent sur la recharge des véhicules électriques. Nous améliorons notre réseau de vente au détail avec des offres élargies et de la recharge pour la commodité des véhicules électriques en réponse à l'évolution des besoins de la clientèle, ont-ils déclaré. Les sessions réduiront l'empreinte de Shell de 2,1% selon Yahoo Finance, qui a noté que la société exploiterait 47 000 sites en 2023. Shell a également déclaré qu'elle prévoyait augmenter le nombre de bornes de recharge pour véhicules électriques qu'elle exploite de 54 000 aujourd'hui à 200 000 d'ici 2030. L'expansion se concentrera d'abord sur la Chine et l'Europe, où Shell estime que la demande de recharge est la plus forte en raison des marchés plus matures de véhicules électriques. La société a déclaré qu'elle cherchait de nouveaux emplacements afin de répandre les sites de recharge et dépendre aussi les sites existants pour accueillir plus de bornes de recharge. Le constructeur automobile japonais Nissan a déclaré que ses usines à travers le monde, y compris celle de Sutherland, adopteraient un concept appelé Nissan Intelligent Factory qui s'appuie fortement sur les robots. Nissan prévoit réduire les coûts de fabrication de ses véhicules électriques de près du tiers d'ici 2030, alors qu'elle cherche à concurrencer ses rivaux chinois. La société japonaise, qui a vendu 3,4 millions de voitures dans le monde dans l'année dernière, vise à augmenter ses ventes d'1 million de voitures additionnelles d'ici 2026. Dans le cadre de ce plan, Nissan lancera 30 nouveaux modèles de véhicules au cours des 3 prochaines années, dont 16 devraient être des véhicules électriques. La Chine a déposé mardi de cette semaine une plainte auprès de l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, contre les États-Unis au sujet de ce qu'elle qualifie d'exigences discriminatoires en matière de subventions pour véhicules électriques. Le ministère chinois du commerce n'a pas précisé ce qui avait motivé cette décision, mais en vertu de cette nouvelle règle américaine entrée en vigueur le 1er janvier, les acheteurs de voitures électriques ne sont pas admissibles à des crédits d'impôt de 3 750 à 7 500 $ américains si des minéraux critiques ou d'autres composants de batterie ont été fabriqués par des entreprises chinoises, russes, nord-coréennes ou iraniennes. Ces crédits font partie de la législation phare du président américain Joe Biden sur le climat, appelée la loi sur la réduction de l'inflation de 2022. Vous aimeriez avoir une conférence par des vrais professionnels des voitures électriques? Faites confiance aux conférences de Silence on roule. Nous avons une panoplie de conférences allant de 30 minutes à 90 minutes. Pour plus d'informations et pour réserver votre conférence, écrivez à martin@silenceonroule.com. martin@silenceonroule.com. La chronique Il n'y a pas juste des voitures est une présentation de Moteur Taiga, le pionnier québécois de l'électrification des véhicules hors route. Utilisez le code ONROULE lors de votre réservation d'une motoneige ou motomarine 100% électrique de Taiga et obtenez 250 $ de rabais. Visitez taigamotors.com. Il n'y a pas juste des voitures avec Philippe Corbeil. Aujourd'hui, je vais faire un survol des motos électriques qui sont disponibles au Canada en 2024. On va seulement parler des motos qui nécessitent un permis moto et non des cyclomoteurs qui, eux, peuvent être conduits avec un simple permis automobile. Au niveau de la réglementation canadienne, pour entrer dans la catégorie des cyclomoteurs, les motos électriques doivent être limitées à une vitesse maximale de 70 km/h. Donc, toutes les motos électriques qui peuvent atteindre des vitesses supérieures à 70 km/h sont donc considérées comme des motos.
Pour commencer, il y a quelques options de moto qui sont disponibles en version limitée à 70 km/h. Il est donc possible de les avoir en version cyclomoteur ou en version moto. Dans ces catégories de motos, nous avons chez Orwin la CR6 Pro et le scooter EK3. Chez Super Soco, il y a le scooter CPX et TC Max. Et chez Tinbot Coulter, on a la moto ES1 Pro. Que l'on choisisse la version moto ou la version cyclomoteur, elles sont offertes au même prix. Ces différents modèles sont offerts à des prix entre 6 600 et 7 500 $. La version moto permet une vitesse maximale de 95 km/h et l'autonomie est d'environ 60 km, sauf pour la CR6 Pro qui, elle, vous offrira jusqu'à 100 km d'autonomie. Pour la puissance moteur, elle varie de 5 kW à 6,2 kW, sauf pour la ES1 Pro de Tinbot Coulter qui, elle, offre 11 kW de puissance. Toujours dans les motos aussi disponibles en version cyclomoteur, il y a la Tromox Yuko SM qui est offerte à 8 500 $. Avec son moteur de 8 kW, elle permet une vitesse maximale de 93 km/h pour 70 km d'autonomie. Chez les fabricants de motos traditionnels, la marque de motos Kawasaki nous offre désormais des choix de motos électriques et même des motos hybrides. Du côté des électriques, ils ont une version électrique de leur petite sportive Ninja, la Ninja E1. Pour un look naked bike, vous avez la Z1. Les deux motos partagent les mêmes mécaniques électriques. Le moteur a une puissance de 9 kW. L'énergie est emmagasinée dans deux batteries amovibles et facilement transportables de 1,5 kWh chacune, ce qui fait qu'on peut recharger les batteries sur la moto ou en dehors de celle-ci. Du côté des performances, l'autonomie est de 67 km. La Ninja permet une vitesse maximale de 88 km/h avec une fonction boost qui permet d'atteindre 105 km/h momentanément. Et les prix sont de 9 500 et 9 200 $. Maintenant, passons aux choses plus sérieuses avec des motos capables de vitesse de pointe supérieure à 100 km/h. Du côté des marques chinoises, nous avons la Tinbot Coulter qui nous offre sa moto RS1 sur le marché canadien. La moto a une vitesse maximale de 130 km/h et donne autour de 100 km d'autonomie. Son moteur a une puissance de 35 kW et la batterie a une capacité de 8,6 kWh. Son port de recharge permet d'y brancher un connecteur J1772. Celle-ci se vend 12 900 $. Du côté de BMW, nous avons le Maxi Scooter CE04. Il est muni d'un moteur de 31 kW jumelé à une batterie de 8,5 kWh. Le scooter peut atteindre la vitesse de 120 km/h et donne jusqu'à un maximum de 130 km d'autonomie. Vous pouvez en savoir plus sur l'essai que j'ai fait dans l'épisode 138 de la balado. Le prix de départ du BMW est de 16 195 $. Anciennement le nom d'un modèle de la gamme Harley-Davidson, LiveWire est devenu une marque à part entière pour les modèles de motos électriques produits par le fabricant de Milwaukee. En 2024, LiveWire nous offre deux modèles, la LiveWire One et la S2 Delmar. La One permet de parcourir 113 km en vitesse d'autoroute et jusqu'à 235 km en ville. C'est la seule moto qui permet une recharge en courant continu sur une borne de niveau 3. Sur une borne niveau 3, elle se recharge complètement en 60 minutes. Cependant, en recharge normale, elle prend 11 heures pour se recharger, car bien qu'elle soit munie d'une prise J1772 et qu'elle permet donc une recharge sur le 120 ou 240 volts, elle ne permet la recharge qu'en vitesse de niveau 1. Elle se vend 30 000 $. Nouvelle cette année au Canada, la S2 Delmar est un peu plus petite et abordable que la One. Elle se vend 20 000 $ et permet de parcourir 112 km à vitesse d'autoroute et 180 km en ville. Elle peut atteindre 163 km/h de vitesse maximale et se recharger de 0 à 100% en 142 minutes sur une borne de niveau 2. Pour finir, nous avons les motos du fabricant américain Zero Motorcycle. Fondés en 2006, ils sont spécialisés en motos électriques et ont une gamme complète de motos de qualité.
Leur gamme se divise en 3 séries qui comportent des sous-modèles. En entrée de gamme, nous avons la série FX qui est dérivée d'une moto de type semi-route semi-trail. La FX est la version double usage avec des pneus ayant une capacité hors route et la FXE est la version supermoteur. Les deux motos ont le même moteur de 34 kW et une batterie fixe de 7,2 kWh. Elles offrent des vitesses maximales soutenues de 113 et 121 km/h pour une autonomie sur autoroute de 92 km avec une autonomie en ville allant jusqu'à 169 km. Le tout pour un prix de 16 995 $. Ensuite, il y a la série DS pour Dual Sport. Ici, on est dans une moto de type aventure. Il y a 3 modèles dans cette série, la DS, la DSR et la DSR-X. Avec des moteurs allant d'une puissance de 51 kW pour la DS et jusqu'à 75 kW pour la DSR et DSR-X, les motos permettent des vitesses maximales de 121 km/h dans le cas de la DS et de 61 km/h pour les DSR et DSR-X. Les autonomies sont autour de 160 km sur autoroute jusqu'à 288 km en ville pour la DSR-X. Les prix de base de la série DS débutent à 21 800 $ jusqu'à 31 295 $ dans le cas de la DSR-X. Finalement, il y a la série S qui englobe leurs motos de type sport et sport touring. Le plus petit modèle de la série est la S qui nous offre un moteur de 51 kW pour une vitesse maximale soutenue de 130 km/h et jusqu'à 162 km d'autonomie sur autoroute et 248 km en ville. Elle est offerte au prix de 20 395 $. Ensuite viennent les SRF et SRS qui, eux, ont un moteur de 84 kW et une batterie de 17,3 kWh. Leur vitesse maximale soutenue est de 170 km/h et leur autonomie est de 188 km sur autoroute jusqu'à 283 km en ville. Leur prix est de 27 900 $ et 28 500 $. C'était donc un bref survol des motos électriques disponibles au Canada en 2024. Il y a donc plusieurs options si vous songez à acheter une moto électrique. Au Québec, toutes les motos électriques sont admissibles à un rabais de 2000 $ pour l'année 2024. On se reparle prochainement, car il n'y a pas juste des voitures. Vous venez de faire le saut vers l'électrique et devez réfléchir à vos recharges. Vous voulez une borne au chalet? Vous voulez une solution rapide et sans embûches? Il n'y a qu'une solution, Hydro Solutions. Depuis plus de 60 ans, Hydro Solutions est une entreprise québécoise de confiance. Vous les connaissez pour les chauffe-eau, mais ils offrent également un service clé en main pour les bornes de recharge. C'est définitivement l'avenue à privilégier afin de faire affaire avec une entreprise d'expérience qui s'occupera de tout. Demandez une soumission gratuite et sans engagement de votre part au www.hydrosolutions.com. Une seule visite sur leur site web vous permettra de constater la simplicité avec laquelle vous pouvez entamer une démarche afin qu'ils prennent tout en charge. L'analyse de votre situation, l'installation d'une borne de qualité par un installateur certifié et même, au besoin, le financement sur 24 ou 48 mois. Par la suite, en cas de problème, leur équipe d'experts est là pour vous. Hydro Solutions, leur mission, vous simplifier la vie. Aujourd'hui, un sujet dont on parle trop peu souvent, c'est-à-dire les avantages fiscaux de rouler électrique. Et pour en discuter avec moi, deux amis que vous connaissez, donc Daniel Breton. Bonjour Daniel. Bonjour. Président, directeur général de Mobilité électrique Canada, entre autres, et électromobiliste de longue date. Et puis, le sujet dont on parle aujourd'hui, c'est un sujet qui tient à cœur. Tu en as parlé plusieurs fois. Je pense que c'est le seul qui en a parlé au Canada. Dans les médias, à peu près. Je pense que tu es le seul qui en a parlé. Et notre ami Michel Turcotte, qui, d'ailleurs, il y a quelques années, était venu parler des avantages que lui, en tant que travailleur autonome, ou
Je sais pas, t'étais-tu incorporé à l'époque? Non, j'étais pas incorporé. Non, pas à ce moment-là. Mais tu nous avais parlé tous les avantages que tu voyais à rouler électrique, puis je disais, c'est peut-être le bon gars, vous venez nous en parler, d'autant plus que tu travailles dans les sous, puis tout ça. Mais on fait tout de suite, on va mettre tout de suite au clair, ni moi, ni mes invités ne sommes fiscalistes, là. Ou comptables. Mais on sait compter. et c'est de ça dont on va vous parler aujourd'hui. Et on travaille avec des gens qui savent compter. Et on travaille avec des gens qui savent bien compter. D'ailleurs, Mobilité électrique Canada, vous avez fait un immense travail là, de défricher puis je dirais de clarifier, de simplifier un peu par des exemples concrets ce que ces avantages-là, qui existent depuis longtemps, peuvent apporter. Daniel, je vais te demander d'entrée de jeu, fais-nous donc un peu la genèse de tout ça. Ça date pas. Là, on parle de ça aujourd'hui, là, comme si ça venait d'apparaître, mais ça fait de nombreuses années. Je me rappelle d'en avoir parlé avec toi, moi, en 2019. Écoute, moi, je suis sidéré de voir que 5 ans après la mise en place de la déduction fiscale fédérale, l'achat d'une voiture électrique, ça soit si peu connu. Je me rappelle à l'époque, j'avais fait une chronique dans le Journal de Montréal pour parler du rabais, puis ce dont les gens se rappellent, c'était que quand le budget 2019 du gouvernement fédéral avait été annoncé, tout le monde se souvient du fait que dans le budget, il avait dit « Il va bientôt y avoir un rabais à l'achat de voitures électriques. On ne vous dit pas combien, on ne vous dit pas quand, mais ça s'en vient. » Et ça, c'est ça qui avait monopolisé l'attention des gens, en particulier des potentiels électromobilistes, parce que ça fait en sorte d'arrêter les ventes de véhicules électriques là, presque instantanément. Tu sais qu'il y a un rabais qui s'en vient, mais tu ne sais pas de quel montant, puis tu ne sais pas quand. Fait que tu attends d'avoir l'information avant d'acheter ton véhicule. C'est normal. C'est ce qui fait que la déduction fiscale fédérale, qui entre en vigueur le 19 mars, donc le jour même, est passée complètement en dessous du tapis. Exact. Donc, ça fait 5 ans déjà de ça. C'est le 5e anniversaire. Nous, on a fait une conférence de presse le 19 mars 2024 pour annoncer le 5e anniversaire, pour dire ce serait peut-être temps que les gens soient informés. Exact. Donc là, on met ça bien au clair, messieurs. On parle de déduction fiscale. Ça ne s'adresse pas nécessairement à tout le monde, ce dont on va parler là. Michel, ça cible qui? Ça cible principalement les travailleurs autonomes. Ça peut être, par exemple, les travailleurs autonomes qui sont aussi incorporés. Ça peut être aussi, par exemple, des travailleurs qui travaillent avec une compagnie, qui sont déjà employés dans une compagnie et qui doivent fournir leur voiture. Donc, ils doivent se promener, ils doivent aller à Québec, à Toronto, peu importe. À ce moment-là, eux aussi ont droit à ces déductions-là. Donc, monsieur, madame, tout le monde qui est salarié, qui achète son auto, c'est pas lui que ça vise. C'est vraiment le travailleur autonome. Et les entreprises. Les entreprises, oui. Les entreprises. OK. Donc, c'est ces gens-là que ça vise. Et mine de rien, il y a à peu près 4 millions d'entrepreneurs et de travailleurs autonomes au Canada. Donc, c'est quand même pas mal de monde. C'est un bassin potentiel de gens qui utilisent peu, voire pas du tout cette déduction-là, ne sachant pas qu'elle existe. Puis quand on dit que les gens ne le savent pas, malheureusement, on ne parle pas juste des monsieur, madame, tout le monde. Là. Même les comptables, souvent, ne sont pas au courant de cette information-là. Et que dire des concessionnaires et des constructeurs? Moi, j'en ai parlé avec le PDG de Honda Canada, Nissan Canada, Hyundai Canada, Volkswagen Canada, et je leur apprenais l'existence de ce programme-là. J'en ai parlé avec des dizaines de concessionnaires qui n'avaient aucune idée de ce dont je parlais. Et évidemment, des amis à moi, à qui j'ai parlé de ça, qui me disaient « Écoute, Daniel, sais-tu quel genre de rabais auquel je pourrais avoir droit? Par exemple, je veux m'acheter un pick-up électrique, ça en a qu'il n'y a pas de rabais. » Puis là, je leur dis « Ben oui, tu as un rabais du Québec de 10 000 pour un pick-up électrique et tu as la fameuse déduction fiscale. » Un de mes amis, je lui ai sauvé 60 000 Wow. Je lui ai dit qu'il me devait un excellent souper. J'ose espérer. Ben, messieurs, entrons tout de suite dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est cette déduction fiscale-là? C'est quoi? Et là, on va comprendre que contrairement par exemple, aux rabais gouvernementaux, donc un 7 000 du fédéral, c'est un montant fixe, on le sait, c'est pas compliqué. Tu achètes ton auto, elle se qualifie pour les deux subventions, ben, tu reçois ton 5 000 du provincial puis ton 5 000 du fédéral. Là, on parle d'impôts, donc les montants varient en fonction de notre revenu net et d'un paquet de trucs. Donc, c'est pas aussi facile à évaluer. Donc, si on veut être capable de le parler, Daniel, je pense que vous avez produit des cas types, appelons ça comme ça. Des exemples, exactement. Puis, une chose importante qui doit être mentionnée, c'est que la déduction fiscale fédérale ne touche d'aucune manière le rabais du Québec. Donc, tu as le droit de recevoir le 5 000 du Québec et d'aller chercher la déduction fédérale. Mais si tu prends la déduction fédérale, là, tu n'auras pas le 5 000 du fédéral. Tu n'auras pas le plein 5 000 du fédéral, exactement. Donc, on a fait quelques calculs. On a dit, bon,
prenons l'exemple d'un véhicule qui est sous les 61 000 qui est l'espèce de barre maximum pour la déduction fiscale fédérale. Prenons une Chevrolet Bolt. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Ah oui, c'est vrai. Il y a 2 propriétaires de Chevrolet Bolt devant moi. Donc, quelqu'un qui s'achète une Chevrolet Bolt qui fait un revenu net comme travailleur autonome ou son entreprise de 50 000 ce qui est peu, OK? En vertu de la déduction fiscale fédérale de 2024, parce qu'elle est passée de 100 % pour 2023 à 75 % pour 2024. Donc, si tu fais 50 000 que tu utilises ton véhicule 70 % du temps pour le travail, le calcul qu'on a fait avec notre comptable, c'est à peu près 11 355 $ qui va te revenir si tu ne prends pas le 5 000. Donc, le calcul est assez vite, assez facile à faire. C'est 2 fois plus gros, un peu plus de 2 fois. Est-ce que je prends 5 000 de rabais ou 11 355 de déduction fiscale? Si tu fais 100 000 net, ça va être 12 367 approximativement. Si tu fais 230 000, c'est 15 421, mais il y a des bonnes chances que tu ne t'achètes pas une Chevrolet Bolt. Non, c'est ça. ça se peut bien. Ça se peut bien. Ben, donc, messieurs, ce que c'est... Puis là, si je résume bien la situation, c'est que dans le cas d'un travailleur autonome... Ou d'une personne en entreprise incorporée, dans en tout cas, la très vaste majorité des cas, c'est très avantageux. Évidemment, le rabais du provincial, lui, on le prend, c'est parfait. Mais au fédéral, de troquer le 5 000 pour la déduction fiscale, absolument, c'est avantageux dans presque tous les cas. Là. Dans tous les cas ou à peu près. Puis, si tu t'achètes une voiture au-dessus de 61 000 $, OK? Parce que là, le 61 000 $, comme je vous disais, c'est le plafond pour la déduction fiscale. Il y a un plafond pour avoir droit au rabais au fédéral de 65 000 $ plus taxes si tu t'achètes une voiture, 70 000 $ plus taxes si tu t'achètes un camion léger. Ouais. Fait que si tu t'achètes un petit camion à 100 000, anyway, tu n'avais pas droit au rabais de 5 000 du fédéral. Exactement. Mais tu as quand même droit à la déduction. Tu as quand même droit à un pourcentage de la déduction. C'est ça qui est intéressant, c'est que même si, mettons, ton véhicule est 75 000, tu as droit à 0 de rabais, mais tu as droit quand même à un pourcentage du 75 000, donc le 61 000, de la déduction fiscale. Et ça, personne ne sait ça, ou à peu près. Et si tu fais, justement, tu prends le véhicule au-dessus de 61 000, que tu fais un revenu de 50 000, tu es au Québec, ça va te donner à peu près 16 490 pour un véhicule en haut de 61 000 si tu fais 50 000. Si tu fais 100 000, c'est à peu près 17 961. Si tu fais 230 000, c'est à peu près 22 397. Ceci, on parle d'exemple. Évidemment, ça va varier, comme tu dis. Il faut demander à votre fiscaliste là, de refaire les calculs pour vous, mais ce que ça démontre, c'est que c'est nettement en haut du 5 000. Très en haut. Et dans le cas étant donné que c'est une voiture de plus haut prix, de toute façon, elle n'aurait pas eu le droit au rabais, mais elle a le droit quand même à des choses. Moi, ça m'a... Écoute, les bras me tombent quand j'entends ça. Je peux pas croire que depuis plus de 5 ans, les gens, puis il y en a beaucoup, là, des gens qui ont des business, puis qui sont incorporés ou encore qui sont travailleurs autonomes, qui s'achètent des voitures électriques parce qu'ils voient l'avantage, ils sont sur la route, les économies en énergie, etc., mais qui ne savaient même pas qu'ils pourraient aller chercher ces montants-là. C'est effrayant. Ben, vois-tu, on s'est préparé depuis longtemps là, pour faire des recherches sur ces choses-là. Et ce qui m'a étonné, ce qui m'a en fait frustré le plus, c'est de faire des recherches sur Internet pour essayer de trouver des réponses que je connaissais déjà la réponse, mais je voulais avoir une validation. Puis malheureusement, écoute, c'est une information qui est bien cachée. Oui, hein, c'est ce qu'on cherche sur Internet. Mais je sais, depuis quelque temps, je vois quelques personnes qui en ont entendu parler et qui cherchent à se renseigner. Personne n'est capable de répondre clairement, en tout cas jusqu'à les publications de Mobilité électrique Canada. Il semblait y avoir personne qui expliquait clairement ce qu'il y en est. Daniel, si j'ai bien compris, puis dis-moi si je passe à côté de la traque, ça veut donc dire que là, au moment où l'épisode est diffusé, là, on est en pleine période d'impôt. Là, c'est encore le temps de façon. Il y a probablement plein d'entreprises ou de travailleurs autonomes qui n'ont pas fait le rapport d'impôt. Il est fort probable que, pour certains d'entre eux, en 2023, ils ont fait l'acquisition d'un véhicule électrique.
Il est probable ou il est possible que ce véhicule électrique-là, parce que c'est pour leur job, par exemple, un plombier, un électricien, il s'est acheté un pick-up. Puis le pick-up, par le prix qu'il coûte, il était au-delà du montant admissible pour avoir le rabais fédéral. Il est encore temps d'aller chercher l'argent pour la déduction fiscale. Absolument. Et, parce que là, c'est le temps des impôts 2023, les chiffres que je viens de vous donner, c'est pour 2024, c'est une déduction à 75 %. Si tu fais tes impôts pour 2023, en 2023, c'est une déduction à 100 %. Oh, donc là, les gens qui font le rapport d'impôt maintenant puis qui le demandent maintenant, c'est encore plus grand comme montant que les chiffres qu'on donne depuis tantôt. Oui, parce que j'ai les chiffres ici. Pour 2023, quelqu'un qui s'achète la voiture, mettons le Chevrolet Bolt, s'il fait 50 000 de revenus pour 2023, il peut aller chercher à peu près 15 000 de déduction fiscale. S'il fait 100 000, 16 500. S'il fait 230 000, 19 100. S'il s'achète une voiture plus chère, donc, comme tu disais, potentiellement qu'il n'y a pas eu de gros rabais, s'il fait 50 000, il peut aller chercher 21 000 de retour. C'est hallucinant. S'il fait 100 000, il peut aller chercher 23 000. Et s'il fait 230 000, il peut aller chercher 26 800. J'espère que les gens prennent des notes, là. Hein? J'espère que les gens prennent des notes. Moi, d'après moi, la vente de VE va monter de façon phénoménale la prochaine année. Je vais rajouter, par contre, il faut faire attention parce que là, 2024, c'est 75 % l'amortissement. 2025, c'est aussi 60. Puis là, ça va descendre à 55 % en 2026. Oui, c'est ça. Fait qu'il faut en profiter là. Oui, c'est-à-dire que c'était... c'est ultra, c'est à 100 %. Donc, si on fait notre rapport d'impôt là, si on a un véhicule acheté en 2023, ça va être au maximum. Si on achète notre véhicule cette année en 2024, c'est 75. Ouais. Mais au fil du temps, ce chiffre-là est appelé à baisser. Donc, il faut en profiter pendant que la manne est là. Hein. Oui, et je vais vous dire honnêtement, j'ai un problème avec ça. Parce que de dire qu'on va diminuer la déduction fiscale fédérale pour les véhicules électriques, si on ne diminue pas la déduction fiscale fédérale pour les véhicules à essence, ça veut dire qu'à un moment donné, l'intérêt va devenir moins grand au fil du temps. Fait que moi, j'ai pas de problème qu'on diminue la déduction fiscale au fil du temps. On devrait diminuer l'avantage fiscal de s'acheter une voiture à essence aussi. En fait, il ne faut pas oublier que quand tu regardes la catégorie 10, qui se trouve être la 10.1, qui se trouve être la catégorie des voitures, l'amortissement des voitures, le maximum que tu as le droit de déclarer, l'achat de la voiture maximale... C'est 36 000. C'est 36 000. Oui. Plus les taxes. Oui. Donc... on voit que l'avantage 61 000 plus les taxes est vraiment intéressant. Ne serait-ce que ça, oui, mais tu comprends ce que je veux dire. C'est-à-dire que si on déduit l'intérêt de la déduction fiscale en diminuant le montant que tu peux aller chercher, si on arrive en 2029-2030 puis on dit finalement la déduction fiscale des véhicules électriques a diminué et disparaît quasiment, mais que la déduction fiscale des véhicules à essence demeure, moi j'ai un problème. Oui, non, je comprends. Tu comprends? Oui, tout à fait. C'est une question de voir à quoi on veut donner la priorité aussi. Voilà, exactement. Du point de vue fiscal. Ouais. Quand on s'était vu la dernière fois, Michel, tu nous avais tracé un portrait de tous les avantages. Là. Puis, si les gens veulent l'écouter, là, je vais mettre le lien dans les liens du podcast. Ça, ça fait déjà quelques années, mais quand même, tu amenais des points qui étaient intéressants, qui étaient pas juste au point de vue fiscaux. Entre autres, tu disais, moi, dans le temps, tu avais une Volt. Tu avais beaucoup moins d'autonomie. Puis tu disais, moi, je vais chez des clients. Puis souvent, je me branche pendant que je suis le client. Je ressors, mon char est plein. Écoute, je veux. Il étirait ses rendez-vous juste pour avoir la batterie pleine. C'est ça. La longueur de ses rendez-vous était proportionnelle à la vitesse de son chargeur embarqué. C'était fantastique. Mais tu nous parlais de quelque chose qui est encore vrai, qui est quand tu es incorporé, tu te verses donc des remboursements en termes du nombre de kilomètres et du kilométrage. Oui, exactement. Il y a un avantage. Pour ceux qui sont incorporés, écoutez bien comme il faut. Ceux qui sont incorporés, vous voulez vous acheter une voiture électrique, la première année, vous allez chercher l'amortissement de 75 %. Et la deuxième année, vous ne faites plus l'amortissement, vous vous faites payer au kilomètre. Et présentement, en 2024, c'est 70 cents du kilomètre. Fait que ça, là, c'est. Je sais pas si vous faites le calcul rapidement, là. Sur 5 km, là, c'est 70 $. Ça, c'est sur les premiers 5000 km, puis par la suite, c'est 64 sous. Bref, j'ai fait un calcul rapide. Sur 20 000 km, c'est 13 600 $, grosso modo, là, que vous avez, puis ça tombe comme un remboursement
compte de dépenses. En fait, c'est pas un remboursement de compte de dépenses. En fait, pour l'incorporation, ça se trouve être une dépense carrément. Donc, c'est déductible à 100%. Qui, quand ça tombe dans vos poches, c'est sans impôt. Zéro. Non imposable. Non imposable. Vous allez faire du cash avec votre véhicule électrique, là. Ouais, dans le fond, tous les leviers financiers sont là. On est capable de les jouer intelligemment, d'aller chercher le bon au bon moment. Puis on peut comprendre, monsieur et madame tout le monde, de ne pas être encore au fait de tout ça, mais non, on s'adresse plutôt à des travailleurs autonomes ou des entreprises qui, normalement, sont entourés de gens dont c'est le métier. On s'attendrait à ce qu'ils savent. Oui, mais dans la pratique, c'est une autre histoire. En pratique, c'est une autre histoire, mais on s'attendrait à ce que les gens dont c'est la job puissent conseiller adéquatement les entreprises. C'est pas ce que j'ai constaté. À tel point qu'il y a certaines personnes que je connais à qui j'ai parlé de la fameuse déduction fiscale qui m'ont dit, j'en ai parlé à mon comptable, il m'a dit que ça valait pas la peine. Puis j'ai dit, change de comptable. Parce que honnêtement, c'est un programme qui est tellement intéressant que si les comptables n'ont pas compris ça, ne se sont pas adaptés, n'ont pas cherché à comprendre, c'est beaucoup d'argent que vous laissez sur la table. Peut-être emmener une petite nuance, par contre. Les gens qui gagnent autour de 50 000 puis qui amortissent 75 % de tout ça. Faut faire attention. Si vous avez contribué à un CELIAP, par exemple, on sait que ça vient réduire votre revenu. En même temps, si vous contribuez à vos REER en même temps, ça vient encore déduire. Fait que peut-être que cette chose-là, il faut falloir parler avec votre comptable pour être sûr et certain. Oui, puis on l'a dit d'entrée de jeu, puis je pense que c'est important. Chaque cas est unique. Oui. Chaque situation est unique. Il faut vraiment avoir quelqu'un qui connaît ça, qui met en relation tous les éléments de notre réalité. Là, pour voir mais effectivement, dans certains cas, il y a d'autres éléments qui entrent en ligne de compte. Mais disons que ce qu'on a présenté aujourd'hui, c'est... Ça vous donne une idée. C'est ça. C'est un ballpark pour vous donner une idée d'entour de quoi on se situe. Pour vous donner une idée encore plus précise, moi, lorsque j'ai acheté ma Tesla Model 3 Long Range en 2019... très simplement, j'ai tiré avantage de la fameuse déduction fiscale. Qui était à 100 % à l'époque. Qui était 100 %. Et en plus, à l'époque, la Model 3 Long Range était admissible au rabais du Québec. Donc, j'ai eu 8 000 du Québec et 21 000 du fédéral en déduction fiscale, les retours de TPS et TVQ. Donc, j'ai eu un retour de 29 000 pour ma voiture. C'est loin d'être anodin, là. Ah, c'est loin d'être... Je comprends que c'est loin d'être anodin. Un véhicule de 72 000 m'a coûté 43 000. L'autre chose que je peux apporter aussi, il y a un autre point de vue de la fiscalité. Si, par exemple, vous avez des enfants, vous avez, par exemple, un conjoint ou une conjointe qui est à votre charge, des choses comme ça, écoute, tu peux aller chercher les subventions pour... comment on appelle ça? Les subventions pour enfants, les allocations familiales qu'on appelait à l'époque, là, j'ai un autre nom, là. Mais on peut aller chercher des montants supplémentaires. C'est temporaire, c'est juste pour un an. Mais vous pouvez aller chercher, par exemple, un retour de TPS, TVQ. Vous pouvez aller chercher même, par exemple, il y a de l'aide aux travailleurs. Il y a différentes mesures fiscales qui font en sorte que vous allez monter votre revenu net. Fait que ça, c'est important là, de nommer ça, ces choses-là. Pourquoi? Parce que, il y a la déduction fiscale, mais il y a toutes les petites choses qui viennent se rajouter par la suite. Oui, c'est ça. C'est ça. En fait, je pense que c'est ça que ça met en relief, c'est que c'est une succession de différents moyens de venir se faire donner un coup de main. Donc, quand les gens les mettent toutes... tout un bout de l'autre, ça peut finir par faire, comme l'exemple que tu donnais, Daniel, est parlant. Là. Je veux dire, c'est près de 30 000 $ de moins sur une voiture qui en valait 75 000. 12 à l'époque, oui. C'est ça. Fait que c'est pas la moitié moins, mais presque. Oui, non, c'était... ça commence à paraître. Oui. Écoutez, j'espère que ça aura donné une bonne idée à nos auditeurs que, ça existe. On l'a dit, je le répète pour une troisième fois, chaque cas est unique. Prenez pas les chiffres qu'on vient de nommer en disant « moi, c'est le montant qui va me revenir ». Non. Ça dépend de votre revenu, ça dépend d'un paquet de trucs. Donc, votre comptable, votre fiscaliste va vous aider là-dessus. Et si vous allez sur le site de Mobilité électrique Canada, on a des chiffres et des exemples dont je viens de parler avec le lien vers le site du gouvernement fédéral pour savoir où aller, pour aller parler à votre comptable, dire, regardez, la déduction fiscale, elle est là, il faut aller la chercher. Parce que, comme le dit très bien Michel,
c'est pas évident si c'est pas au chercher. Non, c'est ça. Oui, exactement. Et moi, ce que je vais faire, c'est que dans les références aussi du podcast, je vais mettre le lien vers le site de Mobilité électrique Canada. Donc, les gens qui veulent y aller pourront y aller directement. Messieurs, un grand merci pour votre éclairage aujourd'hui. Je pense qu'il y a bien du monde qui vont vous aimer là, aujourd'hui. Un souper par achat de véhicules électriques. Ouais. C'est bon pour la ligue. Merci, messieurs. Bye. Merci, bye. C'est vrai que ça brise moins, mais il y a quand même un minimum d'entretien à faire sur nos voitures électriques. Quand est venu le temps de faire l'entretien de mon véhicule, j'ai choisi de faire confiance à l'équipe d'Arleco plutôt que le concessionnaire. Ça fait maintenant 3 générations que cette entreprise familiale chouchoute nos voitures et ils ont été parmi les premiers à s'engager activement dans l'électrification des transports tout en adoptant des procédures et des produits sains pour l'environnement. Avec ses techniciens spécialement formés à l'entretien et réparation des voitures hybrides et électriques, Arleco nous offre aujourd'hui la même qualité de service sur nos VE qu'elle a toujours livré depuis bientôt 40 ans. De plus, chez Arleco, j'obtiens 10 % de rabais sur la main-d'œuvre et les traitements anti-rouille avec ma carte membre hors de l'AVEC. Arleco Génération 3, 8470 Boulevard Parkway à Anjou. 514-352-1446 ou arleco.ca. Arleco, servir au-delà de la réparation. De l'autre côté de l'Atlantique, avec Cédric Ingrand. Mon cher Cédric, bien le bonjour. Salut Martin, c'est toujours un plaisir d'être avec toi. Oui, et là, ça a été un peu long. Hein? Je crois que ça datait de l'automne dernier, oui. Octobre, novembre, quelque chose du genre. La dernière fois qu'on s'est parlé, ça fait quand même longtemps. J'ai cru que tu m'avais pris en froid. Avec l'hiver, tout est possible. Exactement, voilà. Ben écoute, quoi qu'il en soit, bien content de t'avoir avec nous, de retour à Silence on roule. Et puis, plein de beaux sujets à nous parler, mais j'aimerais que tu commences par nous parler de la Renault 5, mon cher ami. Ah, la Renault 5 qui, ça y est, a été dévoilée au Salon de Genève, dont on pourrait se parler, parce que le Salon de Genève, c'était un des grands salons qui vraiment ponctuait l'année automobile dans le monde, avec Francfort, avec Tokyo, avec Paris aussi quand même un peu, avec c'est Détroit ou Chicago, le grand salon nord-américain, je me trompe à chaque fois. Et Détroit, ben, en fait, il y en a un à Détroit, ouais, c'est... Voilà. Et ça a l'air un peu fini, hein, les salons. Hein. C'est-à-dire que c'est plus l'endroit que les constructeurs attendent, le moment que les constructeurs attendent pour dévoiler leur nouvelle voiture. C'est-à-dire que le rythme est tel et la concurrence est telle que c'est un peu fini. Et du coup, tous mes camarades qui sont allés au Salon de Genève étaient un peu déçus, sauf que c'est l'endroit que Renault a choisi pour dévoiler enfin sa R5 électrique, sa Renault 5 électrique, qui n'est pas une surprise. Hein. Il l'avait annoncé il y a 4 ans maintenant, et c'était censé être le fer de lance de la Renaulution, comme dit Luca De Meo, le patron de Renault. Je trouve que c'est pour une fois, le jeu de mots est plutôt pas mal trouvé. Et alors, moi, je la trouve intéressante, cette Renault 5. Et alors, un peu de background, comme on dit en français. La Renault 5, en France, c'était presque une religion. C'est-à-dire que je crois que ça a été la voiture la plus vendue en France pendant 15 ans. En gros, les 2 derniers tiers des années 70 et la première moitié des années 80. Ouais. Et tout le monde a déjà tenu le volant d'une Renault 5 en main. Et pour une bonne raison d'ailleurs, parce que c'est souvent la voiture dans laquelle tu passais ton permis. C'était vraiment la parfaite voiture d'auto-école. Et alors c'est intéressant parce que évidemment la Renault 5 qu'ils ont montrée sur leur stand, elle est jaune. Et c'est pas des couleurs vraiment choisies par hasard. Ils ont choisi des couleurs assez acidulées. Il y a du jaune, du bleu, du vert et du blanc. Mais les R5 jaunes, à l'époque, il y en avait plein. Moi, la première voiture que j'ai conduite, c'était une R5 jaune. Là, dans le background, tu entends aussi mon chien, ce qui est formidable. Enfin, l'un des deux. Et donc, c'est intéressant parce que on a vu
plein de constructeurs qui jouent la nostalgie en disant voilà, on te ressort la version électrique de X, Y ou Z. Mais parfois, c'est même pas des libertés qu'ils prennent avec le design original. On regarde la Mustang, la Mustang électrique. C'est pas une Mustang. Enfin, je veux dire, ils auraient pu l'appeler Mondeo et on y aurait cru tout pareil, quoi. Ça n'a plus grand chose à voir. Et là, non, quand tu regardes le design de cette R5, c'est une R5. Et alors, c'est même pour les puristes, un design, parce qu'évidemment, il s'est quand même passé quelque chose en 40, 50 ans, c'est que toutes nos voitures ont un peu enflé sur les côtés sous l'effet du design et puis aussi de tous les dispositifs de sécurité passive, comme on dit, parce que les airbags, faut bien les mettre quelque part, etc. Enfin, les normes de sécurité ont largement changé. Et pour s'en apercevoir, il suffit que si tu trouves une Mini originale ou une Fiat 500 originale, mets-la à côté du modèle électrique à côté. Vraiment, ça n'a absolument rien à voir. Donc, elle a enflé, cette R5, ça c'est normal. Mais du coup, ça l'a fait ressembler à ce qu'était vraiment le modèle le plus désirable des R5. C'était la R5 Turbo de l'époque, avec ses entrées d'air sur les côtés qui lui donnaient une espèce d'air terriblement agressif. Alors que là, c'est censé être la voiture de Monsieur Tout le Monde que Renault nous sort. C'est-à-dire que elle est censée, on n'a pas de prix encore. Hein, on sait qu'il y aura une petite gamme quand même. Bref, mais on ose imaginer qu'elle démarre, aller au-dessus de 25 000 euros. Et là, je te parle du vrai prix, hein, sans prime, sans encouragement, sans parrainage, sans rien. Donc on est en train de tomber vraiment dans les prix de la voiture de Monsieur Tout le Monde. Mais moi, je me souviens avoir vu quand j'étais très jeune et que j'allais en Californie d'ailleurs. Renault avait tenté sa chance. Donc il y avait des R5 qui s'appelaient Renault 5 Le Car. Parce que je trouve que c'est très chic. Maintenant que tu y réfléchis, t'imagines une Renault 5 sur des freeways à Los Angeles. Enfin, bon, chacun son truc. Mais je suis pas sûr que c'est quelque chose que vous allez forcément voir de l'autre côté de l'Atlantique. Peut-être pas, mais ça fait partie de tout ce qui nous fait rêver de votre côté. Et très certainement pour les gens ici qui voyagent, qui auront la chance de peut-être se louer une Renault 5 et puis bien sûr. La chance de... Est-ce que tu sais, Cédric, si la Renault a bénéficié du copinage entre Nissan, Renault, etc., donc dans la technologie, ou c'est complètement... Alors, c'est une très bonne question. Je ne saurais pas te dire si c'est, pour l'instant en tout cas, si c'est une plateforme à part. Je pense que ça l'est, parce qu'il y a quand même des particularités, mais il faut aller voir les photos du design intérieur, là où vraiment beaucoup j'ai envie de dire, de constructeurs traditionnels prennent assez peu de risques avec le design. Là, ils en ont pris, il y a beaucoup de couleurs, il y a beaucoup de trucs, et c'est vraiment une plateforme qui a l'air faite pour, et d'ailleurs, c'est intéressant parce que j'ai même vu des articles où certains se posaient la question en disant, mais est-ce que Renault pourrait peut-être faire une version thermique de sa Renault, de sa Renault 5 e-Tech? J'ai pas vu de réaction officielle, mais en tout cas, tout le monde jusque-là secoue la tête en disant bah non, elle s'appelle e-Tech, draw your own conclusions, comme on dit. Mais et surtout parce que ça arrive au moment où il y avait des déclarations chez le grand concurrent, chez Stellantis. Enfin, en France, on appelé ça encore Peugeot Citroën, où le patron de Stellantis dit non, je vois pas l'intérêt d'avoir des plateformes dédiées. En gros, lui veut faire des voitures sur des plateformes qui permettent de te faire la version électrique et la version thermique. Bon, le problème, c'est qu'au final, tu as une voiture qui fait ni l'un ni l'autre très bien. Ce qu'on voit avec certaines sorties récentes de Peugeot, quand on les compare à des véhicules purement électriques et qui n'ont jamais été conçus que pour être électriques, ça te donne des voitures moins efficaces. C'est-à-dire que tout à coup, dans la conception de ta voiture, s'il faut que tu prévois des passages d'embrayage, de trucs, enfin, etc., tu vas perdre une place folle par rapport à ce que tu aurais pu mettre en batterie. Enfin, ça pose plein de questions. Donc, non, il n'y aura pas de version thermique de la Renault 5. Et c'est un beau fer de lance. Vraiment, moi, je la trouve très, très réussie, justement parce que la paternité de l'original reste bien là. On se dit pas, c'est une vraie... Ah non, oui, non, au premier coup d'œil, on reconnaît une Renault 5. Bon, alors, elle arrive à point nommé parce que Renault est en train d'arrêter la Zoé. Parce qu'on se demandait comment les deux pouvaient subsister. Non, mais la fin de la Zoé, en fait, elle a été annoncée depuis tellement longtemps, la fin de la Zoé, que ça nous donne depuis longtemps à peu près la date de sortie de la Renault 5. Ouais. Mais elle a vraiment des chances de se vendre. Elle a l'air vraiment, vraiment bien foutue. J'ai très, très, très hâte de pouvoir l'essayer. Oui, on a bien hâte d'avoir tes commentaires là-dessus quand ça sera fait. Dans un autre ordre d'idée, mon cher ami, une idée assez originale, en fait, qui est la recharge forfaitaire. Ah, ben oui. Parle-nous donc de ça un peu. Ben oui, c'est intéressant comme idée. De toute façon,
C'est très simple, hein, Martin. À nos micros, quand on parle pas de voiture, on parle de recharge. C'est l'un ou c'est l'autre. C'est l'un ou c'est l'autre. Et c'est vrai que tout le monde se plaint de moins en moins de la disponibilité de bornes de recharge, parce qu'il commence vraiment à y en avoir partout. Mais on reste de toute façon sur le même problème de lisibilité des tarifs. Alors, je sais que toi, tu habites dans le pays où l'électricité est gratuite. Je pense que non, tu dois pas gratuite quand même. Mais... tu jettes quelques piastres dans une corbeille dans l'entrée en disant ouais, il faudra payer l'électricité. Non, chez nous, on a un problème inverse. Et l'électricité, elle a pris 40% sur les 2 années passées, je crois. Ça commence à devenir assez onéreux. Pour tout te dire, le tarif régulier, on va dire, le tarif de Électricité de France, d'EDF, enfin d'Enedis. Aujourd'hui, le plein tarif, c'est 27 centimes le kilowatt, ce qui commence à piquer un peu. Alors évidemment, il y a moyen de faire moins cher les heures creuses, très bien, mais quand même 27 centimes. Et ça pose plein de questions parce que tu te recharges à une borne selon que tu aies la bonne, la mauvaise carte, que ce qu'on soit le jour, la nuit. Ça donne des choses tellement surprenantes que je regardais la dernière fois, il a fallu que je regarde ça 3 fois de suite pour dire c'est pas possible. Je regardais un superchargeur de Tesla qui est dans un grand centre commercial au sud de Paris, à Vélizy. Et alors Tesla module un peu ses tarifs pour t'encourager à être un peu en heure creuse. Donc tôt le matin, c'est pas cher, tard le soir non plus. Et ils avaient même un tarif en pleine nuit à 12 centimes le kilowatt. À 12 centimes le kilowatt, alors qu'on est à 27 centimes sur le tarif public. Donc je dis pas c'est qu'ils font ça à fond perdu, mais en tout cas, c'est de la vraie promo. Donc, le problème de la lisibilité des tarifs de bornes publiques, il est bien connu. Et là-dessus arrive Indigo. Indigo, c'est le plus grand opérateur de parking en France. De parking public où tu peux soit aller te garer pour 1 heure, 2 heures, soit prendre un abonnement au mois si tu habites à côté du parking. Alors, ils mettent de plus en plus de bornes dans ces parkings, ça c'est une bonne nouvelle, mais souvent, là encore, avec le même problème de tarifs pas très lisibles, où tu te demandes est-ce que tu peux vraiment laisser ta voiture branchée toute la nuit, ou est-ce que tu vas avoir une très mauvaise surprise en termes de tarifs. Et ils ont fait un truc. Mais en fait, la simplicité est un truc intelligent. Et ils ont fait un truc simple, compréhensible par tout le monde. Ils offrent, tu le disais, de la recharge forfaitaire. Si par exemple, tu as une place dédiée, un abonnement dans un parking Indigo, pour 49 € de plus par mois, tu peux te recharger à volonté. Voilà, ça au moins... Ça, je comprends, voilà. Si par hasard, si tu n'es pas abonné d'un parking en particulier, mais que tu les utilises beaucoup, tu peux prendre un badge qui va marcher dans tous les parkings Indigo. Alors, c'est un peu plus cher, c'est 69 € par mois, mais là encore, tu pourras te recharger à volonté. Et puis après, évidemment, il y a des tarifs à la carte autour d'une... Ah oui, mais où on retombe dans les choses où il faut que tu refasses des règles de 3 entre la puissance de charge, le temps que ça prend pour charger le machin, 30 centimes le kilowatt, plus 3 centimes de la minute. Alors attends, ça veut dire 1,80 de l'heure, mais ça charge à combien? À 7, à 11 kilowatts? Bref, voilà. On retombe dans les travers habituels de la recharge publique, mais... J'avoue que si j'habitais en ville avec une place dans un parking Indigo, je ferais ni une ni deux. Ne serait-ce que pour, tu vois, la paix de l'esprit, au moins savoir combien ça va te coûter de recharger ta voiture. Déjà, ça fait du bien. Ça fait du bien, oui, tout à fait. Et puis, pour ta gouverne, Indigo est connu ici aussi en Amérique, à Montréal. Plusieurs parkings publics sont gérés par Indigo. Alors, j'espère que cette approche-là sera transposée. Ça pourrait être applicable. Quoique nous, pour la recharge niveau 2, on est encore dans la très vaste majorité à une tarification horaire très simple, $1 de l'heure, quelque chose du genre. Donc, si t'es là 4 heures, ça te coûte $4, c'est pas plus compliqué. Ou, je dis $1, mais parfois c'est $1,50, $2 de l'heure, peu importe, mais ça reste que c'est des montants, des petits montants et faciles à calculer. Ouais. Donc, la lisibilité est plus ou moins un problème. Là, lorsqu'on tombe dans la borne rapide, là, on est ailleurs. Là, on commence à avoir également des modèles où tu as un prix au kilowattheure qui va varier en fonction de la puissance et puis avec des frais de stationnement, des tarifs qui varient lorsque on atteint en haut de 85 ou 90 % de charge de batterie, etc. Donc là, ça devient un petit peu plus complexe. Ouais. Écoute, un dernier sujet que j'aimerais que tu nous entretiennes, mon cher ami, qui est celui de la voiture, la petite voiture électrique à 100 € par mois, qui est un programme que tu nous avais présenté, je crois, il y a Absolument. Et parle-nous donc de ça. Est-ce que ça fonctionne bien?
Bah alors, ça fonctionne trop bien, en fait. Voilà. C'est-à-dire que d'un coup, on est tombé dans le problème inverse. C'est un programme lancé par le gouvernement français, donc qui avait été annoncé l'année dernière, qui s'appelle Mon Leasing électrique. L'idée, c'est que la puissance publique va parrainer quelque peu les achats en leasing, donc de véhicules. Alors, ça concerne évidemment surtout les véhicules électriques. Tout ça pour dire que le but était de pouvoir afficher des véhicules à 100 € par mois en dehors de la maintenance, mais il n'y en a pas beaucoup, et de l'assurance. Un dispositif qui est pensé pour les ménages les plus modestes. Donc, il y a des conditions de ressources. En clair, tu y vas avec ta feuille d'impôt et on regarde ton revenu annuel imposable et selon les barèmes, tu y as accès ou pas. Donc, c'était limité en termes d'accès et le but était de placer à peu près, ils imaginaient placer 20-25 000 voitures. Dans le premier mois, il y en a 50 000 qui sont partis et même d'ailleurs certaines qui sont parties bien en dessous de 100 €. C'est-à-dire que les plus petites, il y en a qui ont eu ça à 69 € par mois, par exemple. 69 € par mois? 69 €. Non, mais le véhicule revient... En fait, c'est que le gouvernement paie la différence entre le prix réel et le 69, quoi, parce que ça se peut pas que ça coûte 69. Tout à fait. Et alors, il y avait des conditions. C'est-à-dire que d'abord, il fallait avoir un vrai besoin de voiture. C'est-à-dire, par exemple, habiter à plus de 15 km de son lieu de travail. Faire plus de 8000 km si on utilise sa voiture dans le cadre professionnel, bref. Mais malgré la liste et le nombre des conditions d'accès, ça n'a pas empêché à beaucoup de gens de sauter sur l'aubaine, sur l'occasion. Du coup, le gouvernement, il y a 3 semaines, je crois, du jour au lendemain, a dit « c'est fini, c'est terminé ». Ça reviendra. C'est-à-dire, d'ici la fin de l'année, ce sera réannoncé pour 2025, mais après plus de 50 000 commandes validées, voilà, parce que ça coûte cher quand même à l'État. Donc l'Élysée a annoncé la fin du dispositif en disant que voilà, attendez, on n'a pas les moyens là. Mais donc il y avait quand même des prix différents. C'était pas 100 € pour tout le monde. En gros, les voitures électriques familiales étaient plutôt aux alentours de 150 €, toujours hors assurance et entretien, mais ça restait quand même une vraie belle affaire, quoi. Non, c'est juste fou, quoi. Enfin, moi, j'aurais adoré. Moi, j'y ai pas accès. Mais l'État, quand même, a financé chaque location à hauteur de 13 000 € sur je crois que c'était des leasings de 3 ans. Donc, non, il y a un vrai effort. Alors, ça a permis de placer énormément de Fiat 500 électriques, de Peugeot 208 électriques, la Twingo de Renault, qui est la toute petite électrique pour l'instant, qui est en fin de carrière, mais qui a été vraiment... les prix ont été absolument cassés. Et puis, côté familial, ça, t'as pas ça chez vous, le Renault Kangoo, qui ressemble à une petite fourgonnette, mais qui est quand même bien pratique à l'intérieur, avec plein de place. Oui, j'oubliais l'autre condition, c'est qu'il fallait évidemment que ces véhicules soient de préférence made in France, ou en tout cas pas très loin, ce qui excluait plein de constructeurs et plein de véhicules de l'équation. Mais voilà, c'est quelque chose qui va revenir à la fin de l'année. On ne sait pas dans quelles conditions, pour combien de voitures. Surtout que d'ici là, la demande va continuer de s'amplifier. Tout à fait. Alors, mon cher ami, merci beaucoup. Je rappelle à nos auditeurs qui se plaisent d'écouter ta charmante voix, qu'il est possible de le faire avec ton propre podcast qui traite de voitures électriques, qui s'appelle Les Doigts dans la prise. Tout à fait. Super facile à trouver. Sur votre plateforme de podcast habituelle. Et justement, on a fait un numéro récent où on parle de la Renault 5, où on parle évidemment de la fin de l'Apple Car. Et puis des nouveautés du Salon de Genève et d'autres choses encore. Ce sera avec plaisir. Bon, j'invite les auditeurs de Silence on roule à faire une petite écartade et d'aller écouter ce charmant podcast qui est vraiment... Nous sommes très complémentaires. Oh, très complémentaires. Et on s'entraide. Alors, sur ces belles paroles, mon cher ami, au plaisir et en espérant qu'on puisse se reparler plus rapidement que la dernière fois. Mais absolument. Merci à toi. Merci. Bye. Les parcs de véhicules devront s'électrifier. Et qui pense électrification d'un parc de véhicules pense à Fizz Électrique Énergie Intelligente. Voilà une entreprise qui prêche par l'exemple. Elle est elle-même une entreprise zéro émission avec sa flotte 100% électrique. On ne parle pas juste d'installateurs d'équipements ici. On parle d'une entreprise qui a été parmi les premières à s'électrifier. Elle a donc le véhicule expérience pour vous accompagner et ce de façon réaliste et adaptée. Avec presque 2000 installations de bornes électriques depuis 2012, Fizz possède à son actif plusieurs projets majeurs en déploiement de parcs d'autobus scolaires, de véhicules lourds, de véhicules légers, ainsi que plusieurs sites de concessionnaires.
Vous serez accompagné de A à Z dans vos projets, de l'étude de besoin à la conception, l'installation et la vérification des stations. Les meilleurs produits répondant à vos besoins vous seront proposés. Détentrice d'une licence de maître électricien délivrée par le CEMEC, d'une licence RBQ d'entrepreneur général et d'une certification MERN accompagnateur en gestion de l'énergie et électrification d'un parc de véhicules, ne perdez plus de temps, c'est Fiz et son équipe qui s'occupent de vos travaux. Contactez le FIZE.ca ou par courriel info@fiz.ca. Voici les événements à venir dans les prochaines semaines dans le monde de l'électromobilité. L'AVEC se recharge à la Porte de l'Érable tout en puissance le 30 mars 2024 de 10h à 16h. C'est là, à la halte routière sortie 228 à Saint-Louis-de-Blanford. Il y a ensuite le relais électrique qui va débarquer au Salon du véhicule et loisirs électriques de l'Outaouais du 5 au 7 avril au complexe Branche-Aubrière. C'est sur le boulevard Labrosse à Gatineau. Le relais électrique sera au Salon du véhicule électrique et hybride rechargeable de Montréal. Je serai là moi aussi pour des conférences. C'est du 19 au 21 avril au Stade olympique de Montréal. Et l'AVEC sera au Salon Énergie et Environnement du lac Mégantic le 4 mai de 10h à 16h. C'est au Centre sportif Mégantic. Et finalement, l'AVEC se recharge à l'école Henri Bourassa, Soleil de l'Aube. C'est le 9 mai 2024 à l'école Henri Bourassa. C'est à Repentigny. Ceci conclut l'épisode d'aujourd'hui. Remerciements sincères à nos invités et collaborateurs aujourd'hui, c'est-à-dire Daniel Breton, Michel Turcotte, Philippe Corbeil et Cédric Ingrand. À la recherche, Martin Archambault, Stéphane Levert. Remerciements à nos chroniqueurs Stéphane Levert, Claude Gauthier, Laurent Gigon, Philippe Corbeil et Sébastien Côté, Cédric Ingrand et Daniel Rochefort. Aux communications, Marie-Hélène Hamelin. Thème musical, François Villot, Luc Poirier et Marie-France Falardeau. Réalisation et production, les Studios Basses. Un merci tout spécial à Arleco, notre commanditaire principal, ainsi qu'aux autres annonceurs qui rendent l'émission possible. N'hésitez pas à les encourager. Hydro Solutions, Précision PPF, Vitres teintées, Fiz électrique, Bourgeois Chevrolet, Création L'Escarmot, UAP Napa, Taiga Motors, le groupe Énergie Canada, Équiterre ainsi que l'Association des véhicules électriques du Québec. La reproduction est permise, mais nous apprécierions en être avisés. Les questions sur le balado doivent être adressées à martin@silenceonroule.com et pour l'information générale sur les voitures électriques, visitez plutôt le www.aveq.ca. Vous avez également accès aux archives de tous nos épisodes ainsi qu'à notre boîte vocale directement sur notre site web au silenceonroule.com. Mon nom est Martin Archambault et d'ici le prochain balado, j'espère que vous attraperez la piqûre et direz vous aussi, silence, on roule.